Bonsoir, bonjour. C'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Émission Nabisa Lelo Bandeko est sur un grand débat. Bandeko, si la levée ya embargo. Makambo boyoka na débat oyo nan boyoka kiti. Bandeko za somo. Tokoyoka ba ministre ba ku participer. Tokoyoka ba invité ndenge na ndenge. Moko ba invité eza oyo auti na Belge. Christophe Vogel, directeur à recherche à projet. Tokoyoka Auguste Bissimo, oya parti ya MDVC. Tokoyoka ministre de l'industrie Julien Palukupe. Donc, masolo pena kitoko. Débat moko bandeko ba toucher ba point clé. To ba na ndeni ba réussir na lever ya embargo. Wana ba féliciter gouvernement. Bona réussite wana. Parce que ezaki point moko difficile. Parce que Rwanda azaki ko compliquer situation na biso ya embargo. Po bango ba du avantage ya ko botola une partie à payer na biso balkanisé. Rwanda azaki ko lobaki en RDC baza attaquer na FDLR. Alors, balugaki ba bimisa lukuta Rwanda na polele. Le Rwanda a 6 provinces. Aucune de 6 provinces à Rwanda est occupée par les FDLR. Aucune province à Rwanda est attaquée. Donc Rwanda a la kimia. Rwanda balungwana lukuta à Rwanda. Après, le gouvernement va nous poser un acte qui explique bango. Oh, bisuto zanango. Bandeko, makambo etokiawa. Bokoyoka bandeko ba lobby penza. Donnons un exemple. Guterres. N'intervient na RFI batuni ya lubiki M23 bazana ba arme koleka MONUSCO batuni ba arme ngo zoguta wapi quelque part, mais il faut basili ça ba arme à côté zoguta. Donc c'est-à-dire Rwanda il faut avoir sanction kolongwa lever embargo ezana ngo problème ti, mais Rwanda il faut avoir sanction eza impa kolongwa l'embargo. Mais Rwanda a déjà attaqué un État. Mené yé parce que France a condamné, Bagnos va condamné, mena ba samboui. Donc Rwanda il faut avoir sanction pour makame comme il polé. Bande comme makame za minenawa. Ba lui pundeni boko si ça va groupe armé. Et ça somme. Alors, toyo kana débat, bon to avancer mission là-dessus. Que pensez-vous de la levée de cette mesure de notification d'achat d'armes en faveur de la RDC? Nous en parlons ce soir avec Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie. Il était gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku, bonsoir. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Augustin Bissimo, avec moi dans ce studio de Radio Okapi, cadre du parti politique un mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Augustin Bissimo, bonsoir. Bonsoir madame, je précise que je suis le secrétaire général du MDVC. Merci. Christophe Vogel, directeur des recherches du projet Insecure Live Likout, j'espère que j'ai bien prononcé, à l'université de Gand en Belgique. Il est aussi cofondateur de l'Institut de recherche Ebouteli en RDC et aussi ancien membre du groupe d'experts des Nations Unies en RDC, sur la RDC, pardon. Christophe Vogel, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé hier mardi le mandat de la MONUSCO en RDC pour un an. Ce mandat comporte 3 priorités: la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur des sécurités. Une autre résolution adoptée concerne la procédure de notification des fournitures des matériels et d'assistance militaire qui est élevée. Pour ce qui concerne cette deuxième résolution, Madame Bintou Keïta, patronne de la MONUSCO, est
estime que c'est une grande victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. En réaction, le gouvernement congolais, à travers un communiqué publié hier mardi, salue l'adoption de cette résolution levant la procédure des notifications des fournitures de matériel et d'assistance militaire. Cette résolution vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires devant permettre au FARDC d'avoir des capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Indique le communiqué quant au renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le gouvernement dit prendre acte tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du plan de retrait progressif et échelonné conformément à la volonté exprimée par la population congolaise, conclut le communiqué. Julien Paluku, vous êtes ministre de l'Industrie, vous avez été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant une dizaine d'années. Que pensez-vous de la levée de cette mesure de notification d'achat d'armes en faveur de la RDC? Oui, merci madame. Je voudrais reprendre les termes de madame la représentante spéciale Bintou Keïta qui venait de dire que c'est une belle victoire diplomatique de la RDC, mais également en renchérir avec les termes du porte-parole du gouvernement pour dire que c'est une bataille gagnée, c'est une justice réparée, parce qu'effectivement l'histoire de la guerre de la RDC était mal connue. Je crois que les membres du comité permanent, du Conseil permanent de sécurité, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, commencent à comprendre que la guerre que nous traversons est une guerre importée depuis 1994. C'est une suite du génocide qui avait été commis au Rwanda et on a voulu transposer la cruauté rwandaise sur le sol congolais. Maintenant que toute la diplomatie a déconstruit tous ces discours-là, a démontré effectivement qu'il ne s'agit pas d'une guerre congolaise, mais bien entendu d'une guerre importée, on commence à lever les mesures qui avaient été prises. Pour rappel, vous savez que toutes ces mesures ont commencé en 2003, lorsqu'on a voté l'embargo sur les armes. Ensuite, en 2008, avec une résolution qui instaurait ce comité de notification, qui avait été assoupli il y a quelques mois en juin 2022. Et aujourd'hui, finalement, les Nations Unies se rendent compte qu'il y a des rapports de force qui étaient inégaux, tout simplement parce que le Rwanda, lui, n'était pas frappé par une mesure, ce qui lui permettait d'alimenter les groupes armés à l'Est, alors que le Congo, qui lui était frappé par la mesure, se trouvait impuissant devant ces drames auxquels on a assisté, y compris les massacres que nous avons dénoncés, massacre de Kishiche, massacre de Kiwanja, massacre de Kakobola, massacre de Kichanga, massacre de Kasika. Je crois que la communauté internationale se rend compte qu'elle a été impuissante devant tous ces drames, avec 10 millions de morts au Congo, qui fait 10 fois le nombre de victimes du génocide au Rwanda. Je crois que finalement ça a atteint toutes les consciences des Nations Unies. Voilà pourquoi on a compris qu'il faut désormais permettre à la RDC de construire son système de défense, ce qui est un sentiment de satisfaction, et de la part des gouvernants et de la part de l'ensemble des populations congolaises. Julien Paluku, on peut lire dans le communiqué du gouvernement, cette résolution vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires devant permettre au FARDC d'avoir des capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Est-ce que cela veut dire qu'avec la levée de cette mesure de notification, la RDC sera en mesure de mettre fin à tous ces groupes armés qui pullulent dans la partie orientale de la RDC? Vous savez, madame, il y a quelque temps, la RDC venait de présenter par le gouvernement, au niveau du Parlement, la loi de programmation militaire qui prévoit des crédits de 1 milliard de dollars affectés au système de défense de la RDC. Et vous vous rendez compte que si on n'avait pas levé cette mesure, on ne pouvait pas utiliser ces milliards de dollars pour renforcer la capacité offensive, la capacité dissuasive de nos forces armées. Maintenant que cette mesure est levée, ça va nous permettre de nous adresser aux entités qui fabriquent les armes, à équiper notre armée, à la professionnaliser, à avoir des instructeurs qui viennent de partout à travers le monde pour que finalement la RDC reprenne sa place dans la région des Grands Lacs. Je crois que la communauté internationale a compris qu'en donnant la mission au Rwanda pour chercher à stabiliser les Grands Lacs,
ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi, parce que le poids du Rwanda ne peut pas supporter le poids de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et donc c'est important aujourd'hui que la belle part revienne à la RDC pour qu'elle régule la situation de paix qui était en rupture totale, parce qu'on a donné cette mission à quelqu'un qui n'en avait pas la capacité. Et donc c'est important aujourd'hui qu'à travers le président de la République, la RDC reprenne sa place, qu'elle construise ce système de défense et que désormais, sans avoir de prétention d'attaquer quiconque, mais puisse asseoir la paix dans cette région en éradiquant les groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers, pour que finalement, et les voisins et nous tous, nous puissions construire durablement nos économies, des ponts de paix qui nous permettraient d'avoir des échanges commerciaux libres comme dans d'autres espaces, à l'instar de l'espace de l'Union européenne. Alors, il y a un auditeur qui pose la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait concrètement pour mériter aux yeux de l'ONU cette avancée. C'est de construire les mensonges grossiers qui avaient élu domicile dans la région des Grands Lacs. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, les génocides rwandais que nous condamnons nous tous et pour lesquels nous demandons qu'on puisse sanctionner les derniers résidus qui ont commis ces forfaits, ce génocide a aveuglé toute la communauté internationale au nom de la compassion internationale. C'est ainsi que tous les actes du régime de Kigali qui étaient commis dans la région des Grands Lacs n'étaient pas perceptibles parce que tout le monde se couvrait derrière la compassion internationale. Maintenant qu'on a dévoilé cela par une diplomatie offensive au niveau du président de la République lui-même, qui était sur la première ligne de front, de tous ces ministres qui sont sur la ligne de front, je crois que finalement, on a dévoilé la situation et au niveau international, on a compris que la crise congolaise est plus importée parce que le Rwanda est composé de 6 provinces. La province du Nord, la province de l'Est, la province du Sud, la province de l'Ouest et la province de Kigali. Aucun chef-lieu de ces provinces, qu'il s'agisse de Byumba, de Rwamangana, de Nyanga, de Kibuye, n'a été sous contrôle d'un groupe armé. Alors, comment est-ce que la communauté internationale était flouée comme ça pendant 18 ans en considérant que le Rwanda était menacé alors qu'aucune entité rwandaise n'était occupée par une force ennemie, et contrairement à des entités congolaises qui étaient régulièrement occupées par des unités de l'armée rwandaise. Donc cette compréhension-là a été dévoilée au niveau international et finalement les gens se rendent compte que nous étions floués pendant des dizaines d'années. Et moi ma satisfaction c'est que à chaque fois que la communauté internationale est informée du dribble qui lui a été fait, elle reprend tout de suite sa conscience et elle agit comme c'est le cas de la levée de cette notification qui va recréer l'équilibre des forces au niveau de la région des Grands Lacs et ainsi permettre qu'aucun État ne puisse se considérer comme il y a une supériorité sur la RDC, mais désormais que nous puissions traiter d'égal à égal comme des États souverains avec des outils de défense qui sont suffisamment solides et forts pour assurer paix et sécurité. Alors Julien Paluku, qu'est-ce que le gouvernement congolais compte faire dans l'immédiat avec la levée de cette mesure? Par exemple, les armes qui étaient bloquées par un transporteur, selon le ministre Lutundula, pourront-elles finalement arriver? Oui, les questions de défense et de sécurité, on ne va pas les dévoiler tout de suite. Il faut seulement observer ce que le gouvernement va faire. Tout ce que je sais, c'est que les stratégies maintenant militaires vont être montées pour nous rassurer qu'on se prépare davantage, non pas contre un pays, mais pour protéger nos richesses, pour protéger l'intégrité du territoire et pour assurer la paix et la sécurité à tous les Congolais, surtout dans cette année électorale où les gens devront voter, aller aux urnes dans une paix totale. C'est cela ce que le gouvernement va faire, mais les stratégies pour y arriver relèvent du secret défense. Augustin Bissimo, avec moi dans ce studio, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette levée de la mesure de notification d'achat d'armes en faveur de la RDC? Est-ce une victoire diplomatique pour le gouvernement congolais? Bien, merci beaucoup madame. Au niveau du MDVC, et principalement au niveau de l'opposition extra-parlementaire, dont les chefs de file et les docteurs Justin Modekeriza, nous saluons évidemment cette mesure de levée, mais nous disons qu'il ne s'agit pas seulement d'une victoire du gouvernement. Il faut plutôt dire qu'il s'agit d'une victoire de la population. Et même lorsque le ministre que j'ai salué en passant essaie un peu de dire que c'est parce qu'il y avait une diplomatie qui a décousu les mensonges, j'ai dit non. C'est tout simplement parce que pour une fois, la population avait compris que la diplomatie politique était en train de piétiner et qu'il fallait une diplomatie populaire.
Et qu'est-ce que nous appelons diplomatie populaire au niveau du MDVC? Le docteur Justin, en date du 29 octobre, avait appelé à la mobilisation générale, que toutes les couches socio-politiques puissent s'élever comme un seul homme, en oubliant d'abord nos casquettes politiques. Et donc, on a invité à ce que nous puissions tous nous mobiliser, et ça a été fait. On a vu beaucoup de marches partout. Les églises avaient marché, la société civile avait marché, l'opposition, notre parti MDVC avait marché jusqu'à aller au niveau des Nations Unies. Nous sommes partis également à l'Union européenne, on a déposé un mémo au niveau de la France, et donc on va dire ici qu'il s'agit d'une victoire de la population parce que nous étions au niveau où la diplomatie... Et donc sans cette mobilisation de la population, vous pensez que le Conseil de sécurité n'aurait pas levé cette mesure? Non, madame, pas du tout, parce que lorsque le ministre Julien estime qu'il y avait un mensonge qu'on avait décousu, il ignore qu'à un moment donné, les Nations Unies, avec ses experts, avaient produit des rapports pendant beaucoup de temps. Et ces rapports avaient été présentés pendant beaucoup de temps au niveau du Conseil des Nations Unies. Mais jamais on n'avait fait pas allusion à ces rapports-là. Et donc, il n'y avait pas des nouveautés que le gouvernement avait présentées parce que tout était connu. Les Nations Unies sont représentées en RDC, ça fait 20 ans, à travers, n'est-ce pas, la MONUSCO. Et la MONUSCO avait produit beaucoup de rapports, y compris même beaucoup d'experts des Nations Unies, qui ont présenté un rapport selon lequel, évidemment, nous sommes agressés et que donc, il est important qu'on nous donne aussi la chance d'avoir cette capacité d'autodéfense. Mais malheureusement, cela ne venait pas. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'en fait, la population s'est élevée comme un seul homme. L'opposition a d'abord mis de côté ce qui nous divisait par rapport à la mauvaise gouvernance que nous décrions, mais on s'est dit d'abord, défendons la patrie. Et cela a été fait. Je salue ici en passant toutes les couches sociopolitiques qui s'étaient levées comme un seul homme, qui avaient marché, qui s'étaient manifestées. Et donc, c'est à cause de ça, évidemment, que nous voyons cette fois-ci quelques fruits. Mais madame, qu'à cela ne tienne, il faut dire sincèrement que, au niveau du MDVC, nous pensons que ce n'est pas suffisant, ce qui a été fait. Parce que, sincèrement, au regard des rapports que le Conseil détient par rapport à l'agression de notre pays, nous aurions dit, évidemment, attendre, ou entendre plutôt les sanctions contre le Rwanda. Nous nous posons des questions, on a senti évidemment qu'il y a des condamnations, nous condamnons... Justement, j'allais dire, il y a des condamnations, la France a condamné, on a lu aussi un communiqué de l'Allemagne condamnant un peu le soutien du Rwanda au M23. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose? Bon, nous sommes d'accord que c'est un pas, mais nous nous disons que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il est établi, noir sur blanc, qu'un pays avait agressé un autre. Le Rwanda nous a agressé à travers le M23, jusqu'au point où le secrétaire général des Nations Unies a déclaré, je cite, que le M23 détenait les armes, n'est-ce pas, sophistiquées, que la MONUSCO n'avait pas. Et en lui posant la question, ces armes viennent d'où? Il a dit, elles viennent de quelque part. Et donc, je pense qu'un Conseil de sécurité des Nations Unies, responsable qu'il est, devrait aller, n'est-ce pas, au-delà, d'aller chercher qui est-ce qui finance le M23 en termes d'armement. Parce qu'il y a des résolutions, madame, de non-agression des États. Mais dès lors qu'il y a un État qui a violé de manière, n'est-ce pas, atroce, n'est-ce pas, ces résolutions d'agression, et donc il était important maintenant que le Conseil des Nations Unies se comporte en conséquence. Et ça aurait été justice qu'on dise, voilà, au regard de ces enquêtes, nous avons compris que le Rwanda finançait et appuyait, n'est-ce pas, l'agression ou la rébellion de M23. Je ne voudrais pas de l'appeler rébellion parce que c'est le terrorisme. Et donc, il était important qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Mais dès lors que cela n'est pas venu, le MDVC demande à la population de rester vigilante parce que il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Et donc, on continue évidemment à plaider pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies aille au-delà. Et aller au-delà signifie sanctionner le Rwanda. Nous avons été sanctionnés et on a dit lever l'embargo à travers la résolution 1807. Mais on a maintenu, n'est-ce pas, cette mesure de notification. C'est pour dire qu'il était important aussi, pour au nom de l'équité, qu'on puisse également sanctionner le Rwanda. Et ça serait justice. Mais dès lors qu'on ne le fait pas, madame, nous pensons au niveau du MDVC qu'il y a encore un problème au niveau de notre pays et nous devons renforcer davantage cette diplomatie populaire parce que c'est le gouvernement n'était pas capable de pouvoir faire entendre la voix de notre pays à partir du moment où il mène une diplomatie qui balbutiait. Et donc, nous appelons ici la population à s'élever comme un seul homme, à continuer à maintenir la pression jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Conseil des Nations Unies comprenne qu'on a été agressé
et qu'il y a des résolutions, des mécanismes de non-agression et qu'un pays qui a agressé mérite sanction. Alors, par rapport à la levée de cette mesure de notification, pensez-vous, Augustin Bissimois, que cela pourrait permettre à notre armée, à l'armée congolaise, de mettre fin à cette rébellion du M23? Bien évidemment, mais là encore, il faut encore préciser, madame. Et donc, l'embargo avait été levé à travers la résolution 1807. Mais tout simplement, on a inséré un régime, n'est-ce pas, de notification. Le régime de notification ne veut pas dire qu'on nous interdisait d'acheter. Il ne faut pas que notre gouvernement cache, n'est-ce pas, sa faiblesse dans certaines résolutions. Mais ici, nous pensons sincèrement que dès lors qu'on ne va plus, parce que lorsqu'on dit aussi qu'il faut notifier, ça signifie qu'on est sous d'autres, comme si on était sous-occupé, on était occupé, la souveraineté était violée. À ce moment-là, nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut maintenant travailler dur pour que l'on mette en déroute les groupes armés. Mais pour y arriver, il faut, madame, une chose. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est l'organisation de l'armée. Nous devons doter à notre pays une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée disciplinée et motivée. Et donc, parce que déjà ici, l'équipement est déjà réglé, eh bien, il faut maintenant encadrer l'armée, il faut maintenant la motiver, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on peut mettre fin aux groupes armés lorsque l'on n'est pas capable, n'est-ce pas, d'encadrer l'armée et de l'organiser. C'est comme ça qu'au niveau du MDVC, le docteur Justin estime que sa priorité, parce qu'il est candidat aux élections présidentielles, pour lui, sa priorité, c'est à ce niveau-là. Construire une armée républicaine et dissuasive. Mais aujourd'hui, on sent que lorsque l'on est en train de s'amuser à détourner massivement les deniers publics, au lieu d'orienter, n'est-ce pas, l'argent dans les secteurs de défense, ça cause encore problème. Je voudrais aussi rappeler que cette résolution, oui, 26-27, a essayé un peu, encore une fois, à son point 3, de demander à la RDC de pouvoir fournir un rapport d'ici le 30 mai 2023, un rapport sur la gestion des armes achetées, un rapport sur les stockages, un rapport sur la circulation. Là encore, il y a encore un problème. C'est là que nous plaidons sur l'organisation de l'armée parce que, écoutez, il y a des fois, vous pouvez acheter des armes et ces armes vont servir l'ennemi si on n'a pas organisé l'armée. Christophe Vogel, directeur des recherches du projet Insecure Livelihoods à l'Université de Gand en Belgique. Vous êtes aussi cofondateur de l'Institut des recherches Boutelli en RDC, ancien membre du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Votre lecture sur cette levée de mesures de notification d'achat d'armes en faveur de la RDC, peut-on parler des victoires diplomatiques? Bonjour. Alors, tout d'abord, oui, il s'agit clairement d'une victoire diplomatique qui d'ailleurs s'était plus ou moins annoncée depuis un certain temps, où nous avions vu il y a quelques mois déjà le premier pas envers cette dernière résolution qui a pas tout à fait levé le devoir de notification comme hier, mais qui avait déjà rendu les catégories d'armements qui avaient encore besoin de notification très faibles. Et ceci était accompagné, comme je pense tous les auditeurs ont suivi, d'un débat très très intense, notamment sur la place publique en RDC, mais aussi au niveau des diplomates et de ce qu'on appelle la communauté nationale. Donc c'est une victoire diplomatique, c'est une victoire peut-être pas très inattendue, notamment aussi en vue de la crise actuelle qui implique la rébellion du M23. Et c'est ainsi que sur le plan diplomatique, c'est une avancée en faveur du gouvernement congolais. Est-ce que sur le plan opérationnel, sur le plan de la sécurité, notamment à l'Est, ça va changer quelque chose? Ça, c'est une autre question qui dépendra de nombreux facteurs à suivre. Alors, Christophe Vogel, peut-on parler de la levée de la mesure de notification d'achat d'armes par la RDC ou d'un allègement de cette mesure de notification? Parce que là, comme l'a dit tout à l'heure Augustin Bissimois, qui est avec moi dans ce studio, la RDC devra rédiger un rapport régulier décrivant ses besoins en armes et ses efforts de gestion des armes. Alors cela, le Conseil, dans sa résolution, a pas tout à fait spécifié. La résolution demande seulement au gouvernement, justement, de fournir un tel rapport. Ce qui se passerait en cas de délai de ce rapport ou si jamais le gouvernement décide souverainement de ne pas faire suite à cette demande, les conséquences ne sont pas tout à fait clarifiées. Néanmoins, ce qui est important, je pense, pour cadrer le débat dans sa généralité,
c'est de rappeler que la fameuse résolution de 2008 qui avait justement mis en place ce régime de notification n'a jamais demandé quelque chose du gouvernement congolais, ni non plus des fournisseurs. En fait, le texte de cette résolution dit que les États dont du matériel militaire provient pour être importé en RDC doivent fournir au Conseil de sécurité des précisions sur quel type d'armement quitte leur territoire pour arriver en RDC. Concrètement, ça veut dire, pour donner un exemple, si, par exemple, la société Kalachnikov veut vendre des AK-47 au gouvernement congolais ou à l'armée congolaise, c'est cette société qui doit fournir, ou qui devait dans le passé fournir, des informations à son État, ce qui à ma connaissance est l'Ukraine, parce que cette société est basée en Ukraine, et l'Ukraine, ou n'importe quel État dont provient ou dont est située une usine d'armement, doit ensuite partager cette information au niveau du Conseil de sécurité. Donc ça, c'était la procédure sur papier. Maintenant, en réalité, on sait tous que par des voies légales autant qu'illégales, l'Est du Congo a été, dans les derniers 30 ans, inondé par tout type d'armes et d'armements et de munitions. Et c'est ainsi aussi que pendant le régime de notification, il y avait beaucoup de circulation, notamment d'armes légères et de munitions, qui n'ont pas été rapportées, à la fois des transactions illégales, mais il y a eu aussi des cas où justement les fournisseurs d'armes et les États dont proviennent ces fournisseurs ont choisi de pas toujours notifier le Conseil de sécurité. Il y a un auditeur, Christophe Vogel, qui nous écrit depuis Beni, au Nord Kivu. Il dit ceci: avec la levée du régime de notification, il appartiendra maintenant aux dirigeants congolais de prouver que tout ce qui bloquait l'armée congolaise à mieux défendre l'intégrité territoriale, combattre les groupes armés, était à cause de cette mesure. Sinon, ça sera très ridicule. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de cet auditeur de Beni? Il est certainement il faut rappeler que le gouvernement congolais avait le droit d'acheter des armements nécessaires pour ses forces de défense et sécurité, malgré le régime de notification. Le régime de notification a pu peut-être, dans certains cas, rendre plus difficile l'achat d'armes, parce que peut-être certains fournisseurs vont fuir le Congo à cause d'une bureaucratie plus élevée que dans un contexte sans un tel régime. Mais je suis tout à fait d'accord avec la suggestion de cet auditeur que c'est justement cette levée de devoir de notification, bien que c'est pas le gouvernement qui devait notifier, mais le fournisseur ou le pays fournisseur, va certainement mettre l'accent davantage sur la capacité des forces de sécurité et de défense congolaises de justement faire ce sursaut et de encore mieux protéger le territoire et les populations. Et il est certes qu'il y a un public congolais, notamment à l'est du pays, qui va observer ça de très près. Julien Paluku, il y a des auditeurs qui pensent que malgré la levée du régime de notification, le retour de la paix dans la partie orientale n'est pas pour aujourd'hui. Le processus de paix est très très long. Il ne vient pas comme par un coup de baguette magique. Ce n'est pas parce qu'on a levé le régime de sanctions que la paix vient demain. Il faut construire un ensemble d'écosystèmes qui va permettre cette paix. Ce qui est important, c'est que la lourdeur administrative qui entourait les régimes de notification est brisée. Parce qu'un commerçant qui doit vendre ses armes à la RDC, à qui on demande de s'expliquer avant de les vendre, il a le choix de vendre à celui avec qui il doit des explications ou à un autre pays avec lequel il ne doit aucune explication. Donc c'est clair que la RDC était butée à ce problème de bureaucratie, de lourdeur, ce qui a mené les commerçants, opérateurs, vendeurs d'armes de s'orienter pratiquement vers des pays comme le Rwanda où il n'y avait aucune notification qui lui était obligée. Donc, mais lorsqu'on demande à la RDC, par exemple, de rédiger des rapports réguliers sur toutes ces transactions, est-ce que la RDC n'est toujours pas sous contrôle Non, du Conseil les de sécurité? nations, lorsque vous lisez la résolution qui a été votée, on parle d'un rapport confidentiel. Il n'y a pas une exigence
pour la RDC ou un préalable pour la RDC de devoir acheter les armes sur base de ces rapports-là. On a décidé à l'intention de l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a plus d'obstacle pour la RDC d'acheter les armes. Les rapports dont question ne constituent pas un préalable. Ce qui est important, c'est que désormais, la RDC peut s'adresser à tout fournisseur et par la suite, il pourra faire des rapports sur ce qu'il a pu avoir. Donc, je crois que c'est cela qui doit nous réjouir, nous tous. Je sais que la victoire est une appropriation collective quand l'échec est orphelin. Tout le monde peut dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Mais l'important pour nous, c'est qu'on ait obtenu cette résolution et que les peuples congolais comme le gouvernement doivent se satisfaire aujourd'hui de devoir maintenant regarder vers l'avant et savoir qu'est-ce qui doit être fait à partir de ce moment pour construire un vrai système de défense et ainsi assurer au peuple congolais la paix qu'il veut. Augustin Bissimois, je l'ai dit dans mon introduction, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi 20 décembre à New York, aux États-Unis, à l'unanimité, 2 résolutions présentées par la France. La première porte sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du renouvellement du mandat de la MONUSCO qui comporte 3 priorités, la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, des mobilisations des groupes armés et la réforme du secteur des sécurités? Oui, madame, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord placer un mot par rapport à la question de savoir si c'est une occasion cette fois-ci de mettre fin aux groupes armés. C'est-à-dire que la question des groupes armés nécessite un diagnostic sérieux. Avant qu'un groupe ne soit armé, il faut d'abord savoir d'où viennent les armes. Les armes ne peuvent provenir que soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et si les armes viennent de l'extérieur, il faut se rassurer comment est-ce que nos frontières sont protégées. Et tout ça, c'est le devoir régalien du gouvernement. Si c'est de l'intérieur, qui est-ce qui détient les armes de manière officielle ou légale? Et là, c'est connu, madame, il s'agit des FARDC. Les FARDC détiennent les armes légalement. La MONUSCO détient les armes légalement. Et donc, si l'on n'arrive pas à comprendre, à surveiller, n'est-ce pas, la circulation des armes au niveau interne, ça va être un problème de mettre fin aux groupes armés. Parce que si l'on pense que c'est parce qu'on a levé, n'est-ce pas, la mesure de notification qu'on peut mettre fin aux groupes armés, il faut qu'on se pose la question, ces groupes armés d'abord, chaque groupe est composé de combien d'hommes pour qu'ils mettent en déroute toute une armée nationale? Chaque groupe compte à quel armement pour qu'ils mettent en déroute toute une armée nationale? Et donc je pense que là il y a un débat de gouvernance, un débat sérieux sur la priorité en matière de sécurité. Et c'est comme ça que d'ailleurs je pense sincèrement que cette question nécessite un État sérieux parce que nous pensons que nous au niveau du MDVC il faut refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. À ce titre, si l'on n'arrive pas à avoir une armée dissuasive, ça va être un problème. Et donc s'agissant de la reconduction du mandat de la MONUSCO, c'est la résolution 2666, je crois que c'est... Je voudrais me poser la question, madame. Comment est-ce que la MONUSCO protège les civils? C'est une question qu'on doit poser, une question de fond. Aujourd'hui, madame, on va vous dire qu'il y a plus de 27 millions de Congolais qui sont en situation, n'est-ce pas, d'aide humanitaire. On va vous dire aujourd'hui qu'il y a plus de 2 millions de Congolais qui sont en errance parce qu'ils sont en train de fuir, madame. Et donc, si la MONUSCO ne veut pas anticiper, parce que pour nous, au MDVC, gérer, c'est prévoir. On ne peut pas attendre que les choses bardent pour dire on va venir en aide la population parce qu'elle est en fuite. Non, nous pensons qu'il y a moyen de prévenir pour qu'il n'y ait pas des attaques qui mettent en déroute la population. Voici ce qui m'étonne moi. À tout moment qu'il y a des tueries, quand on pose la question à la MONUSCO, comment elle dit, écoutez, la question de protéger la population, c'est d'abord le gouvernement et les FARDC. Et nous venons qu'en appui. Et donc, quand on a tué, ce n'est pas la MONUSCO qui doit répondre, c'est plutôt les FARDC. Mais entre-temps, la MONUSCO a, entre autres, le mandat de protéger la population civile. Et c'est là que nous posons des questions. Comment est-ce que la MONUSCO les fait? Deuxième niveau du débat, madame, et en reconduisant ces mandats. Parce que déjà, vis-à-vis des terroristes du M23, la MONUSCO a déclaré ne pas avoir des capacités nécessaires pour faire face, n'est-ce pas, au M23. Et nous nous posons des questions. Qu'est-ce que le Conseil des Nations Unies a fait pour cette fois-ci, pour rendre, n'est-ce pas, la MONUSCO capable cette fois-ci
de pouvoir résister face, n'est-ce pas, au M23. Je me rappelle que dans les temps, on parlait de MONUC, mission d'observation. À l'époque, c'était seulement observer. Et tous les savoir qu'aujourd'hui, la MONUSCO est encore dans ce niveau-là d'observer seulement les tueries et voir comment la personne est en train de fuir. Nous pensons qu'il faut aller au-delà. Et sincèrement, est-ce que c'est seulement pour venir appuyer le procès électoral? Peut-être à ce niveau, j'ai dit oui, parce qu'on a un problème logistique. Mais quand au niveau de la protection des civils, madame, il faut reconnaître qu'il y avait un échec patent et il faut réfléchir plusieurs fois par rapport à cette question. On a aussi parlé de renforcement des institutions de l'État. Là, je salue parce qu'ils ont constaté aussi qu'il y a faillite de l'État et nous devons travailler dur par rapport à ça. Ce qui justifie évidemment la vision du MDVC, c'est de refonder l'État et de bâtir un Congo pour tous. Christophe Vogel, il y a un auditeur, les réactions, il y en a beaucoup, hein, les auditeurs sont en train de réagir pendant que l'émission se déroule. Un auditeur pose la question de savoir la levée de la mesure des notifications, était-ce le prix à payer pour renouveler le mandat de la MONUSCO dans un contexte marqué par une forte contestation du rôle et même de la présence de la MONUSCO en RDC? Je doute que ça soit directement lié. Nous avons le cas qui est plutôt rare que les mandats respectifs sont renouvelés le même jour, donc hier avec 2 résolutions qui sont sorties. Néanmoins, je pense que il s'agit beaucoup plus du débat spécifique qui a existé, qui a poussé en fait cette levée de devoir de notification, lorsqu'il était tout à fait prévisible depuis un temps que la MONUSCO, enfin après plus que 20 ans, si on inclut MONUC, semble être sur une voie de sortie. Mais que cela va certainement pas se faire de manière totale pour nombreuses raisons politiques et autres. Néanmoins, si je peux encore revenir sur la question aussi de l'armement et en quoi aussi le régime de notification ou son absence impacte ou pas sur la situation actuelle, je pense que si l'on prend le cas du M23, il s'est avéré dans le passé récent, et c'était un peu similaire en 2012-2013, que l'armement que le M23 utilise, comme d'ailleurs d'autres groupes armés, provient d'une partie de l'intérieur et d'une autre partie de l'extérieur. Donc, ceci dit, il est important que justement que des mouvements armés illégaux qui opèrent sur le territoire congolais et qui agrandissent l'insécurité, notamment à l'est du pays, ne puissent pas facilement être soutenus par un peu partout de l'étranger. Mais il est aussi important de justement s'assurer à ce que l'approvisionnement au niveau domestique ne soit plus possible. Et sur ce point-là, la levée de notification va pas forcément changer quelque chose. Donc il y a tout un travail à faire, à renforcer aussi la capacité de l'État de déployer son armée afin de rétablir une paix et une stabilité à travers le territoire. Julien Paluku, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais il y a un auditeur qui insiste avec sa question. Il veut savoir pourquoi ces résolutions ont-elles été présentées par la France. Est-ce que la RDC a payé ce pays pour présenter ces 2 résolutions? Non, moi je ne pense pas qu'un pays se fasse payer par la RDC, encore qu'on n'en a pas les moyens. Mais ce que j'ai dit au début, c'est qu'effectivement, la compréhension de la crise dans la région des Grands Lacs est en train d'atteindre presque tous les salons au niveau international. Et cela est important. Et donc, aujourd'hui que les Nations Unies ont voté ces 2 résolutions, ça nous permet d'apprécier exactement cette même compréhension-là. Mais on ne doit pas se limiter là. Moi, je crois que ce que nous attendons de la France et des Nations Unies, c'est peut-être 3 choses. La première, c'est qu'on sait désormais qui arme les groupes armés à l'Est. C'est notamment les Rwandais, de par les rapports de groupes d'experts. Et donc, la première chose à faire, c'est d'instituer les régimes de notification au Rwanda, pour que désormais les Rwandais, avant d'acheter les armes, ils puissent savoir où est-ce qu'il va les amener, parce qu'il y a au moins des preuves que c'est lui qui arme les M23. Deuxième chose, moi je voudrais que les Nations Unies puissent interdire la participation du Rwanda aux missions de maintien de la paix. Parce qu'on ne peut pas participer aux missions de maintien de la paix dans le monde quand on est à la base de la rupture de cette paix dans une autre région du monde. 3,
il faudrait que les Nations Unies puissent secouer la CPI, la Cour pénale internationale, pour enquêter sur les crises et les massacres de l'Est. Parce que tous les criminels qui sont à l'arrêt, c'est des Bosco Ntaganda et les autres, les sont pour les crimes qui ont été commis à Ituri. Mais jamais un criminel n'a été envoyé à la CPI pour les crimes commis à l'Est de la RDC, notamment au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et donc il faudrait que la CPI puisse faire son travail, parce que les criminels circulent librement, et à Kigali et partout ailleurs dans le monde, alors qu'ils devraient se retrouver en prison. Si on fait ces trois choses que je viens de demander, ça sera un appui substantiel à la résolution qui vient d'être votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Pendant une dizaine d'années, Augustin Bissimois, vous êtes secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, le parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Que pensez-vous de ces propositions de Julien Paluku sur ce que devrait faire le Conseil de sécurité? Bon, je les encourage et je partage cela. Mais ça nécessite évidemment une diplomatie agissante d'un État bien assis. Et je pense que l'on ne peut pas rester là en train de pleurnicher. Que vaut le Rwanda pour que nous continuions à pleurnicher pendant tout ce temps, madame? Et donc je pense que le Rwanda, qui est comme un petit territoire, pourquoi nous devons pleurnicher à tout moment? Nous devons nous organiser. Et ça fait 4 ans, madame, que ce régime est en place. Le régime ici, au fait, nous avons un parti qui a fait 34 ans à l'opposition, qui devrait connaître les vraies priorités. Et malheureusement, lorsqu'ils viennent au pouvoir, madame, 450 millions vers les sauts des moutons, madame, 450 millions de rames orientées et disparues comme ça, personne ne veut en savoir plus, au lieu de renforcer nos capacités de défense, madame. Et donc nous pensons qu'il y a un problème, on ne peut pas juste continuer à pleurnicher, nous devons nous organiser pour que nous soyons respectés par les autres. Et quand même on doit demander que les autres fassent à notre place, non, je pense que cela ne peut pas arriver parce que nous sommes un État, nous devons nous organiser en tant que... Madame, nous avons plus de 100 millions d'habitants contre 120 millions du Rwanda. Et donc, on se moque de qui? Le Rwanda compte 37 000 hommes. Nous en comptons plus de 170 000, madame. Et donc, il y a un problème, n'est-ce pas, d'organisation. Imaginez-vous quand vous renforcez l'enveloppe salariale des députés. Qu'est-ce que vous faites chez les militaires? Et vous attendez grand-chose par rapport à ça. Et donc, nous pensons qu'il faut tout simplement renvoyer cette classe politique à la retraite politique et pouvoir avoir, n'est-ce pas, ceux qui auront compris les vraies priorités de la nation. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir la paix. Mais avec les amis ici qui tâtonnent, je crois que ça va. On va encore attendre longtemps. Et heureusement, la population a compris qu'il faut renouveler la classe politique. Et d'ici là, 2023 en tout cas, des surprises sont attendues. Et pour une fois, un jeune de 47 ans va diriger ce pays. Et ça va être historique dans notre pays. Alors, on n'est pas encore en campagne électorale. Augustin Bissimois, Christophe Vogel, votre conclusion, il y a une certaine opinion qui pense qu'il faudrait un système de traçabilité de transport et stockage efficace des armes pour éviter que le groupe armé ne trouve des failles à accéder à ces armes et matériels que la RDC pourrait acheter. Je pense que ça c'est évidemment un élément très important. À la fois pour justement pour tracer et pour inventariser les stocks gouvernementaux, mais aussi pour identifier où potentiellement à la fois à l'intérieur du territoire ou aussi au niveau des frontières, il peut y avoir des fuites qui peuvent justement amener à une mobilisation de groupes armés qui seront fournis avec de l'armement. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que nous sommes, si on compte ce qu'on appelle la guerre du Massissi en 93 comme début des cycles de conflit juste avant l'impact du génocide rwandais, nous sommes maintenant à 30 ans de conflits et de mobilisation armée à l'est du pays. Pendant ce temps, beaucoup d'armes ont déjà été amenées. Et aujourd'hui, si on regarde certains cas, certains groupes armés, que ça soit des groupes Mai Mai, que ça soit le groupe rwandais FDLR, ces groupes-là, ils n'ont pas de carence d'armes. Ils ont seulement une carence de munitions de temps en temps. Et les munitions sont beaucoup plus difficiles à tracer que les armes en tant que telles. Et c'est ainsi qu'il y a un effort supplémentaire qui doit être fourni, notamment concentré aussi sur l'approvisionnement en munitions, aussi beaucoup plus que l'armement, que les fusils en tant que tels.
Merci Christophe Vogel. Le dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Réaction, il y a gouvernement. Christophe Lutundula, tous autant ensemble, la fin du régime de notification permettant le FARDC et l'augmentation de leur force de frappe. Parce que toujours, il y a tout de suite là. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, estime que l'adoption à l'unanimité de la résolution de notification de fourniture de matériel et d'assistance militaire sur le gouvernement congolais permettant le gouvernement d'équiper les FARDC, mais aussi d'augmenter la force de frappe Kitoko. Je pense que c'est une avancée significante. La levée de cette obligation nous facilite la tâche pour la réforme de l'armée, pour un bon équipement des forces armées, d'augmenter leurs forces de frappe, promouvoir la montée. Les patrons de la diplomatie congolaise parlent d'une victoire diplomatique de la RDC sous l'impulsion du président Tshisekedi. Christophe Lutundula affirme que l'acte du renouvellement du mandat de la MONUSCO, nous aurons souhaité que le mandat soit plus offensif, mais il y a une position claire du Conseil donnant le feu vert à la MONUSCO de collaborer avec la force régionale de l'Afrique de l'Est. Pour les tâches sont prévues au programme communiqué du mini-sommet du 23 novembre de Luanda. Alors, Bandeko, l'heure est grave. Balobi, la force de frappe. Bandeko, tolandi débat. Toyoki biso nyonso comment va féliciter le gouvernement na effort basali na ba démarche basali. Ba yoki ndeni Rwanda zai kokosa makambo. Ndeni gouvernement apikoli ba malukuta nyonso lelo embargo ya ba arme elongwe. Donc c'est un pas. Mais point moko ba soulever wana ya ba groupe armé. Ba lever embargo le bitike aussi ça ba groupe armé. Ba arme wana ezai pa ba groupe armé ba zwaka yango wapi. Parce que ba simba arme za FARDC. Et de l'autre côté, ils ont eu Taliban. Donc, c'est-à-dire, va protéger ce qu'on frontière, ma casse. Pour ba arme, on est contre le soutien, il n'y a pas de groupe armé. Parce que ma voisin va coopérer dans la dimension ébile. Bis tout le monde a un 23. Mais ça, le groupe armé, on a pu baser dans l'Est, baser dans Rwandais. Baser coopérer au gouvernement rwandais. Bango ka mission za kutimola ba colton na ba nini baza groupe armé Rwanda pesa ba minduki. C'est toujours comprendre le dossier. Donc l'air est grave. Pour ba vérité to yoki a. Ministre Julien Paluku alobi ke eze sengo ba congolais nyonso. Maintenant to kosomba n'importe quelle arme. Tout ça c'est un problème ti. Ba congolais ko ba oser la acte mais arme on a kosomba tozana besoin ba protéger des frontières. Frontière wana nyonso faut la protéger. Comme ça, makamba groupe armé kozala lisusu te. Ceux qui vont protéger frontière, bon moi sur ma groupe armé bazo bota. Ba arme ba groupe armé bazo zoa wapi. Andeko makambo ya M23 est reculé mboka. Parce que babande déjà ba démarche ya ba groupe armé. Mais kata nanzela parce que il faut to combattre au monguna munene ya Rwanda za ko attaquer biso. Ba soulever pour le kola Rwanda za ko attaquer biso. Lever embargo to avancer c'est bon. Mais il faut Rwanda sanction contre les Rwandais là. Ba pays bele ba ko tele masirango. Vous condamnez maintenant officiellement les Rwanda à ça ko attaquer RDC. Et maintenant, le Rwanda, il faut officiellement sanction à Rwandais. Qu'est-ce qu'on attend maintenant qu'on peut savoir aux sanctions? États-Unis, vous condamnez. France a condamné. L'Union européenne a condamné l'Allemagne. Et maintenant, si vous avez que Zabango. Et maintenant, bongo sanctions. Mon place communauté internationale, Basuki, Maïe le Silibango. Rwanda, il faut avoir sanction.
tolandi Christophe Voguet, tolandi bango ba expliquer ma situation nyonso. Mboka oyo bandeko ezosenga ete protection et intégrité territoriale. Makambo nyonso ekozala te. Rwanda efajwa sanction et puis ba frontière na biso nyonso ezala contrôlé par tout ba soda na ba soda to batela mboka. Akaba groupe armé kosila. Tamba ojo ba armé te. Bota lisute bota kapoka joka ba armé. Et puis FARDC ba rassenir angoli sou makasi ko yeba bo ba pesa ba groupe armé ba armé. Voilà la situation. Alors, bandeko nangai, et ça passe pe mawa, mais débat on a si de sungio, oya malamu ozui, oya mabe tia commentaire. Tout ça besoin mboke ke liboso, tout ça la démocratie. Batu ba olo bandenge ba lingi musu ba kolo ba contre gouvernement, musu akolo ba naye biso nde to pesa commentaire. Alors, bandeko nanga bo continuer ko s'abonner massivement na Aide Congo Basango Télévision. Au revoir, à la prochaine.